Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Climat délétère de fin de campagne sur fond de relations anciennes entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi. Mediapart et les Inrecuptibles évoquent des deals secrets. Du côté du Parti Socialiste, retour encombrant de DSK. Un 1er mai éclaté demain entre trois fronts, à Paris particulièrement, le Front National, les syndicats et la gauche et le rassemblement voulu par Nicolas Sarkozy au Trocadéro. Mais François Fillon défend les vertus des syndicats. Route de campagne à la rencontre ce soir des électeurs ruraux qui ont placé parfois Marine Le Pen en première position à Saint-Maurice-en-Rivière par exemple, en Saône-et-Loire, plus de 27% des voix. Pierre Bon-Joseph nous attend sur place. Et l'invité du 19 h ce soir sera le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë. Nicolas Sarkozy se taille un franc succès dans tous ses meetings depuis quelques semaines en dénonçant les médias et les observateurs. Et bien cette fois, il décide de saisir la justice. Le président candidat annonce en effet une plainte contre Mediapart qui a relancé sur la base d'un document controversé le dossier du financement supposé de sa campagne de 2007 par le colonel Kadhafi. Julien Cholin. 50 millions d'euros pour faire élire Nicolas Sarkozy. La note publiée samedi par Mediapart relance la thèse d'un financement douteux de la campagne de 2007 par le colonel Kadhafi. Un document que se serait procuré le site internet auprès d'anciens dignitaires du régime libyen. L'ordre de paiement daterait d'il y a 5 ans et aurait échappé aux bombardements occidentaux. Il serait signé de Moussa Koussa, l'ancien chef des services secrets libyens. Et au-delà de la mise en cause, le journaliste auteur de l'enquête s'interroge sur le montant de la somme. 50 millions d'euros alors que sa campagne a officiellement, je dis bien officiellement, coûté 22 millions d'euros en 2007, ça pose des questions. Si la totalité de la somme a été versée, ce que nous publions est un ordre de paiement. Si la totalité de la somme a été versée, ça pose la question de savoir où est passé l'argent. Nicolas Sarkozy a démenti, accusant Mediapart de diffamation à son égard. Le président candidat a annoncé son intention de porter plainte contre le journal. Selon lui, le document serait un faux. Mediapart est une officine, Monsieur Plenel, c'est le bidonnage à chaque fois. Ce document est un faux, grossier. Des accusations que rejette Mediapart. De son côté, François Hollande appelle à l'ouverture d'une enquête sur le financement de la campagne de 2007, sans pour autant accréditer le document publié par Mediapart. Une publication qui intervient alors que le site des Inrecuptibles s'invite à son tour dans la campagne. L'hebdomadaire accuse cette fois Nicolas Sarkozy d'avoir promis au colonel Kadhafi une centrale nucléaire en échange de la libération des infirmières bulgares. La campagne s'est également tendue avec la venue de Dominique Strauss-Kahn à la soirée anniversaire de Julien Dray samedi soir. Ségolène Royal n'a pas de mots assez durs pour dénoncer une invitation inconséquente. Elle dit avoir cru à une blague lorsqu'elle a appris sur place la présence de DSK à l'étage. Nicolas Sarkozy, de son côté, dénonce une hypocrisie et un mensonge dans l'attitude du Parti Socialiste. Nicolas Sarkozy, qui à la veille du 1er mai reprend ses critiques contre la CGT après l'appel du syndicat à voter contre lui. Mais François Fillon a pris ses distances ce matin avec sa critique des corps intermédiaires accusés de paralyser le pays et de ne pas représenter le monde du travail. Le Premier ministre invite à ne pas en faire trop et d'éviter toutes les remarques désagréables. Nicolas Sarkozy, notons-le, lui a répondu plus tard aujourd'hui, alors que le secrétaire général de la CFDT y voit une sorte de schizophrénie à droite. L'extrême droite occupera donc également le pavé parisien demain lors d'un 1er mai comme Paris n'en a jamais connu. Marie Brémaud. La capitale assaillie de tous les côtés. Paris se pare de toutes les couleurs politiques et syndicales à l'occasion d'un 1er mai très agité. C'est Marine Le Pen qui donne le top départ de la place du Palais Royal demain matin. L'objectif pour le Front National, remplir la place de l'Opéra, destination finale du cortège, d'où la présidente du FN devrait annoncer sa consigne de vote. Le candidat président Nicolas Sarkozy entre alors en scène au Trocadéro pour fêter le travail, le vrai. Se rassembler pour mieux résister aux sondages qui annoncent la défaite du candidat UMP. Se rassembler pour mobiliser son camp, alors que le Premier ministre lui-même prend ses distances et joue l'apaisement avec les syndicats. Nous devrions éviter toutes les remarques désagréables à propos des syndicats. Je comprends qu'on critique François Chérèque quand il attaque Nicolas Sarkozy. Je comprends qu'on critique
La CGT, quand elle décide de prendre position contre un candidat à l'élection présidentielle, je n'aime pas qu'on critique les syndicats, parce que les syndicats sont nécessaires au fonctionnement de l'économie et du système social français. Au même moment, en début d'après-midi, de l'autre côté de la Seine, les syndicats réunissent leurs troupes place d'Enfer Rochereau pour défiler jusqu'à la Bastille. Il s'agit de mettre leurs revendications sociales au cœur de la campagne. Mais le récent appel du patron de la CGT, Bernard Thibault, à battre Nicolas Sarkozy, donne au défilé du 1er mai 2012 une couleur particulière. Défilé auquel se joindront plusieurs socialistes et Jean-Luc Mélenchon notamment. Et donc Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a donné raison à François Fillon sur les syndicats, alors que le Premier ministre, on l'a entendu, a adopté une position très modérée. Quelques centaines de militants de droit au logement ont manifesté aujourd'hui devant les QG électoraux de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Fanfares et concerts de casseroles. L'objectif était d'attirer l'attention sur les mal logés. L'Europe est en passe de se rallier à l'idée défendue par François Hollande d'une politique de relance et de croissance. Divers signes en provenance de Bruxelles notamment vont dans ce sens, alors qu'Angela Merkel se montre désormais à l'écoute de ceux qui pointent le danger de la seule rigueur. Mais Nicolas Sarkozy récuse toute influence de son rival du 6 mai. Thomas Raguet. Il y a quelques mois encore, l'hypothèse était hautement improbable. Un plan de relance à l'échelle européenne pour soutenir la croissance. Mais depuis, les responsables européens semblent avoir pris conscience du risque pour l'économie d'une trop grande austérité. Un risque sur lequel les agences de notation avaient déjà alerté il y a quelques mois. Et d'ailleurs, ça a été l'une des justifications de la dégradation des notes d'un certain nombre de pays européens au mois de décembre et en janvier, en expliquant que le risque du trop d'austérité, c'était de casser la croissance et donc finalement d'amplifier les dettes. Reste à savoir quelle forme pourrait prendre ce soutien à la croissance européenne. Une politique de relance en soutenant la consommation version François Hollande ou une politique plus libérale visant à rendre les entreprises plus compétitives. Et surtout, qui mettrait la main à la poche en ces temps de rigueur et de dette? On voit mal Mario Draghi décider qu'il va investir de la sorte dans les économies européennes, parce que ce serait ailleurs que dans le système bancaire et financier, surtout vu les équilibres qui sont aujourd'hui en place en Europe. Plusieurs pistes seraient à l'étude, dont l'émission d'euro-obligations ou l'intervention de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Des pistes qui devraient être tranchées lors d'un dîner informel entre les principaux dirigeants européens, dont le président français nouvellement élu d'ici quelques semaines. Bonsoir Bertrand Delanoë. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous ne ménagez pas votre peine durant cette campagne présidentielle. Vous arrivez du 15e arrondissement de votre ville. Vous êtes également appelé de temps à autre en région pour des meetings. Un sondage Ipsos montre aujourd'hui que l'écart se resserre, mais tout de même, 53-47 pour François Hollande. François Hollande, selon vous, peut-il encore perdre ? Je crois que nous sommes en démocratie, c'est que le peuple qui décide, pas les sondages. Donc je pense qu'il y a 6 jours pendant lesquels les convictions, l'expression des propositions, la mobilisation populaire aussi. Bon, hier j'étais à Bercy autour de François Hollande. Qui se voyait gagnant, il l'a dit. Beaucoup de ferveur. Non, François Hollande au contraire a envie de gagner, construit la victoire, mais en même temps a envie de rassembler les Français. Et donc il est toute cette semaine encore dans une démarche très digne et très empreinte de vérité, mais en même temps avec la volonté de convaincre. Et je crois qu'il faut que nous soyons tous très humbles devant le peuple. C'est lui qui décide, c'est pas nous, dimanche, ni vous ni moi. Donc. Bien sûr, enfin nous avec notre bulletin unique évidemment. Voilà. Il paraît qu'on ne parlait que d'un seul sujet hier à Bercy, dans les coulisses de ce meeting parisien de François Hollande. Je sais pas, de la victoire de François Hollande et de l'avenir de la France, oui. Et de la soirée anniversaire de la veille. Moi, j'en ai pas entendu parler. Ah bon? Mais je comprends que certains en aient parlé. Alors, DSK, je n'étais pas concerné. Vous n'étiez pas invité. Je n'étais pas invité. Dominique Strauss-Kahn, franchement, en invité surprise de Julien Drey, c'est une gaffe, selon vous, ou bien c'est le signe d'une trop grande confiance? D'abord, un anniversaire est une soirée, un événement privé. Deuxièmement, Dominique Strauss-Kahn n'est pas dans le débat démocratique actuel. Qu'est-ce qui intéresse les Français? L'emploi, le pouvoir d'achat, l'école, la santé, la croissance. C'est pas les soirées d'anniversaire. Ensuite, pour le reste, moi je souhaite que les personnes soient respectées, la présomption d'innocence, mais aussi les principes qui fondent notre vie collective, de respect des individus auxquels nous avons affaire en toutes circonstances. Mais quand même. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire parce que honnêtement... Les gens qui étaient invités, ce sont les premiers à s'émouvoir. Ça intéresse
un petit groupe de responsables politiques ou médiatiques. Écoutez-moi, je viens de faire beaucoup de terrain, justement dans le 15e, vous le disiez. Pas une personne ne m'a parlé de ça. En revanche, on m'a beaucoup parlé de santé, on m'a beaucoup parlé d'emploi, de logement. Voilà ce qui intéresse les Françaises et les Français qui vont voter dimanche prochain. Donc moi, j'ai eu les mêmes centres d'intérêt que les Français. D'accord, mais vous êtes le maire de la capitale, vous connaissez la rue Saint-Denis par ailleurs, Bertrand Delanoë. Oui. Nicolas Sarkozy dit que cette invitation, notamment dans cette rue, et puis cette invitation-là, tout bonnement, c'est une absence totale de sens commun, dit Nicolas Sarkozy. Que répondez-vous au chef de l'État? Je n'aime pas les insinuations. Oui. La rue Saint-Denis, il y a un certain nombre d'activités. Et là, c'était un restaurant où quelqu'un fêtait son anniversaire. Donc, évitons les insinuations et surtout les faux débats. Quel rapport y a-t-il entre cet anniversaire et la vie des Français et la décision qu'ils vont prendre sur l'avenir de la France? Je vous donne la position du président candidat. Il dit une absence totale de sens commun. Je pense que M. Sarkozy a une absence totale de sens commun, lui. En ce sens que, d'ailleurs, maintenant, il accable Dominique Strauss-Kahn. Il se vantait il y a quelques années d'être le DRH des socialistes et d'avoir contribué à la nomination de Dominique Strauss-Kahn à une fonction majeure dans la vie politique mondiale, directeur du FMI. Donc, sachons raison garder. Essayons d'être un petit peu respectueux des personnes et évitons ces tête-à-queue permanents que M. Sarkozy fait dans son jugement sur les personnes, dans les exploitations, les manipulations, et alors que les Français s'intéressent et exigent des candidats autre chose. En tous les cas, je vais vous dire ce qu'on disait dans les travées de Bercy. Il y a un certain, parmi les ténors du PS, évoquait un dîner de cons. Mais ça en fait, parce qu'ils étaient nombreux à ne pas savoir que DSK était là. Mais écoutez, vous y passez beaucoup de minutes, ça ne m'intéresse pas, comme ça n'intéresse pas les Français. Je vous le dis franchement. D'accord, on vous a entendu. Mon point de vue. Oui, on a entendu. Alors, le ton s'envenime entre Nicolas Sarkozy et Mediapart, vous l'avez entendu dans le journal, alors que les Inrecuptibles évoquent un deal secret, Sarkozy-Kadhafi sur le nucléaire, après la libération des fameuses infirmières bulgares. Est-ce que vous iriez aussi loin que Ségolène Royal, qui s'interroge sur la légitimité du quinquennat qui s'achève, Bertrand Delanoë? Je dirais d'abord que j'espère que la victoire de François Hollande va permettre que dans ce pays, il y ait une indépendance totale de la justice. Car c'est à la justice de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Moi, je n'agite pas les ragots. Je crois me souvenir que quand M. Sarkozy a déroulé le tapis rouge pour M. Kadhafi à Paris, il me semble, je peux me tromper, essayons de retrouver les revues de presse de l'époque, qu'ils ont parlé de nucléaire civil. Il y avait des deals industriels, c'est sûr. Mais sur le nucléaire civil, il me semble. Bon, voilà. Pour le reste, que la presse fasse son boulot, dise ce qu'elle croit juste et le démontre. Et moi, je n'exploite jamais ce qui n'est pas établi et je laisse la justice dire ce qui est le respect du droit ou pas. Voilà. Alors, vous avez été très prudent au début de cet entretien, bien sûr. C'est pas une question de prudence, c'est une question de déontologie. De déontologie politique. De déontologie. Néanmoins, le Parti Socialiste, puis François Hollande, se projette aussi quand même un peu déjà dans l'après 6 mai. Quelle serait votre réponse à vous, Bertrand Delanoë, au sondage LH2 sur le meilleur Premier ministre de gauche? Mais je ne répondrai pas à cette question parce que je ne suis pas président de la République. Mais oui, mais là, voilà. C'est les Français qui répondent. Écoutez, pour moi, la politique et la démocratie, c'est pas un jeu. Nous ne désignons qu'un projet et qu'une personne pour être président de la République dimanche prochain, c'est ou François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Celui qui sera élu désignera une équipe, un Premier ministre. Pourquoi je vais jouer à cela? Et je veux dire sincèrement, moi, j'optimiserai le choix de François s'il est élu président de la République. Et qu'est-ce que je vais me casser la tête, même me faire des nœuds dans la tête en me disant si c'est un tel, si c'est une telle. Mais c'est pas mon sujet, c'est pas ma responsabilité. Bien, en revanche, je vous donne quand même le résultat du sondage. Ce à quoi je l'ai lu. Martine Aubry est la plus souhaitée, je le dis. Voilà. Ce à quoi je suis extrêmement attaché, c'est que si François Hollande est élu, il a les moyens de réussir avec une bonne équipe gouvernementale qu'il constituera et après une majorité parlementaire solide, loyale, créative aussi, qui existera, mais qui sera rassemblée pour que ce quinquennat, ces 5 ans, soient 5 ans de réussite pour la France, que les Français reprennent confiance en eux-mêmes. En tous les cas, il y a un fait, c'est que Martine Aubry a annoncé qu'elle allait lâcher les rênes du Parti socialiste. Bertrand Delanoë, est-ce que ça pourrait vous tenter à nouveau? Non. Moi, j'ai envisagé une fois, sans être d'ailleurs vraiment candidat au poste de premier secrétaire, il y a eu
congrès, avec des textes, des orientations politiques, des idées. Et voilà, donc Martine Aubry, j'ai pris acte effectivement hier d'une décision qu'elle exprimait et que je respecte. On va parler du 1er mai, donc une configuration très particulière à Paris demain avec 3 rassemblements, je le disais tout à l'heure. D'abord, est-ce que vous avez remarqué les nouvelles plaques de rue qui ont fleuri dans Paris? Regardez ces images qui ont été tournées il y a quelques instants par Mounir Soussi. Hop, voilà, impasse Sarkozy. Non, ils m'ont pas informé, c'est vous qui me l'apprenez. Ouais. Bon, c'est un gag de campagne. Oui, les touristes vont s'égarer avec la multiplication des impasses de Sarkozy. À mon avis, elles ne resteront que le temps de cette campagne. Nathalie Kosciusko-Morizet dit, elle, citant le programme de François Hollande, les impôts, le droit de vote des étrangers qu'elle cite, et puis également la régularisation des sans-papiers. Elle dit que... Même régularisation massive. Alors, elle dit François massive, Hollande n'arrête pas de dire... C'est une régularisation au cas par cas. Il y en a 30 000 par an actuellement, etc. Et il continue. D'ailleurs, j'ai vu cette interview dans Le Monde de cet après-midi, datée demain, de Mme Kosciusko-Morizet. J'étais étonné parce que c'est une interview d'une violence, d'une brutalité, alors que c'est une femme qui nous avait plutôt habitués à combattre l'extrême droite. Et là, elle reprend le langage de l'extrême droite, ce qui me fait de la peine pour elle. Où serez-vous demain, 1er mai? Est-ce que vous allez défiler, Bertrand Delanoë? Et moi, le 1er mai, j'ai beaucoup d'obligations de maire. D'abord, je vais faire un débat sur une radio avec M. Copé. Demain matin sur France Inter, on peut le dire. Puis après, comme chaque 1er mai, je vais fleurir la plaque à la mémoire de Brahim Bouharam, ce jeune Marocain qui avait été jeté à la Seine, qui est mort par des nazis, quoi. Et ensuite, je reçois les... personnes de Rungis qui viennent me souhaiter le 1er mai. Voilà, et puis après, je reçois aussi... Et après, je reçois aussi tous les représentants des marchés couverts et découverts de Paris. Je fais mon boulot de maire. Et après, je serai évidemment très attentif au défilé des organisations de salariés, toutes. Vous irez? Je sais pas, je verrai, mais en tout cas, je suis attentif et moi, je respecte leur indépendance et le fait que ce 1er mai, c'est la fête du travail, c'est l'histoire des salariés. Ça date de 1886. Et donc, nous devons tous avoir du respect pour le fait que le monde des salariés, et de ceux qui voudraient l'être d'ailleurs, salariés, se réunit le 1er mai et exprime ce qu'ils pensent. Voilà, dans leur diversité d'ailleurs, parce qu'ils sont pluralistes. Et donc, je pense que la modestie que nous devons avoir, nous, par rapport à la démocratie sociale, aux corps intermédiaires, que M. Fillon redécouvre avec, j'ai l'impression, un embarras, une grande confusion. Parce que un coup, M. Sarkozy fustige les syndicats, un autre coup, son Premier ministre dit oui, mais il faut quand même les respecter. Donc je pense qu'il y a peut-être du double langage, de la confusion, et surtout, je ne souhaite pas que cette équipe soit reconduite, parce que si on a un président de la République qui dit que les syndicats, c'est vraiment une horreur, et qu'il y a des gens proches de lui qui disent mais non, il faut les respecter, bon, il n'y a qu'à mettre François Hollande et son équipe à la place, ça va être plus efficace et surtout plus cohérent. D'accord. Mais en tous les cas, à propos du rassemblement qui est appelé par Nicolas Sarkozy, un rassemblement du travail, dit-il aussi, au Trocadéro, est-ce que c'est légitime, selon vous, sachant que la CGT, dans l'autre cortège, a appelé à voter contre lui? Mais d'abord, ce n'est pas la première fois que la CGT appelle à voter pour un candidat. Je vous signale qu'en 81, il me semble que la CGT avait appelé à voter François Mitterrand. Il me semble, je peux me tromper. Regardez bien, je pense qu'il y a plusieurs circonstances où la CGT, qui est un syndicat, qui parfois s'engage sur le terrain politique. Ce n'est pas le cas des autres syndicats. Quant à M. Sarkozy, c'est typique de ce qu'il est. Il commence par dire « je vais faire la fête du vrai travail ». On l'interroge à la télévision, il dit « mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça ». Puis après il dit « non, c'était une expression maladroite ». Franchement, c'est un président de la République qui a un rapport à la vérité, je trouve, un peu désinvolte, et un rapport à la stabilité aussi assez préoccupant. Bon, il fait un meeting de campagne présidentielle. Pourquoi il l'appelle le meeting du vrai travail? Il a changé, Moi, je voudrais lui dire que pendant ces 5 ans, il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ne pas avoir du travail ou d'avoir trop peu de travail. Est-ce que M. Sarkozy sait que sous son quinquennat, il y a 8 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Est-ce qu'il sait qu'il a des travailleurs qui ont des salaires très en dessous du SMIC parce qu'ils ont peu d'heures? Donc on respecte les Français,
on ne les traite pas d'assistés. Il y en a tant qui voudraient avoir un travail plutôt qu'avoir des indemnités. Voilà. Et donc je pense que le président de la République doit respecter la société française et notamment ses souffrances. Mais non, qu'il assume, qu'il fait un meeting de campagne présidentielle entre les deux tours. Il a bien le droit. Pas le 1er mai, pas... Mais il le fait quand il veut, honnêtement. C'est pas mon problème. Mais ce que je n'aime pas, c'est le fait qu'il stigmatise les gens qui sont dans la difficulté, mais qu'il fasse un meeting entre les deux tours de la présidentielle à Paris s'il veut, le 1er mai s'il veut, franchement ça m'empêche pas de dormir. Est-ce qu'il y a eu un début de dialogue avec la mairie de Paris pour savoir quel est le lieu qui serait retenu? Parce qu'on avait parlé de l'esplanade des Invalides dans un premier temps, finalement c'est au Trocadéro. Non, ils ne m'ont rien demandé. Le Trocadéro est un lieu qui est géré par l'État. D'accord. Si c'est un géré par sur le plan logistique. Non, moi simplement, je me suis assuré que comme je l'avais fait pour son meeting à la Concorde et le meeting de François Hollande devant le château de Vincennes, les services municipaux laissent des espaces propres. Le service du nettoiement est mobilisé. Non, je suis très respectueux de la démocratie. Non, on s'était interrogé sur le lieu, effectivement, à Paris en tous les cas. Oui, mais ils ne m'ont pas interrogé moi. Ils ne vous ont pas interrogé vous, d'accord. La campagne à Paris des législatives est déjà engagée. Bertrand Delanoë est bien sûr sur fond présidentiel, notamment dans le 11e arrondissement. Regardez cette rencontre impromptue entre l'écologiste Cécile Duflot et puis la socialiste Danielle Hoffmann-Rispal, image de Joachim Robb. Nous avons quelques divergences, nous le savons. Je suis sur les propositions de François Hollande. Et la fermeture. Pour les propositions des écologistes. Voilà, mais le c'est ça aussi la démocratie. Voilà, exactement. C'est, je crois, une des forces de la gauche de savoir rassembler ces diversités. Et aujourd'hui, c'est très clair que nous sommes tous rassemblés pour faire gagner François Hollande. Alors, c'est le vrai rassemblement, il y a quand même des sourires crispés. Quelles sont les chances, selon vous, de Cécile Duflot dans sa circonscription parisienne où elle a été parachutée? Ce sont vos termes. Quelle récuse. Voilà. D'abord, vous remarquerez qu'avec le sourire, même si peut-être vous le soupçonnez d'être crispé, Danielle Hoffmann, vous soupçonnez ses sourires d'être crispés, Danielle Hoffmann-Rispal, comme Cécile Duflot, soutiennent avec énergie et sincérité l'élection de François Hollande. Bon. Moi, je me préoccupe de l'élection de François Hollande dimanche prochain. D'accord. Chaque chose en son temps. Le lendemain, j'espère que cette victoire nous donnera des idées que nous n'avons pas trouvées avant pour que le rassemblement soit possible. Je le souhaite en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Madame Duflot aille ailleurs. Actuellement, il y a une décision de la direction nationale du Parti socialiste de soutenir Cécile Duflot, et il y a une députée sortante que j'aime beaucoup, qui est très estimable, qui s'appelle Danielle Hoffmann, et que on verra le 7 mai si une victoire de François Hollande nous suggère des solutions pour qu'il n'y ait pas de division dans cette circonscription. On comprend que donc les choses ne sont pas figées pour vous et que Cécile Duflot peut se préparer déjà à déménager à nouveau. Non, on verra. Je ne veux pas rentrer là-dedans. À chaque jour suffit sa peine, vous l'avez dit vous-même, je crois. D'accord, je vous citais vous-même. C'était un encouragement que vous me donniez. D'accord. En tous les cas, on le sait, ça fait partie de son programme. François Hollande veut demander à l'État de mettre ces terrains ou des terrains à la disposition des collectivités locales pour construire plus de logements sociaux. Est-ce que vous avez des revendications, je ne sais pas, en termes d'hectares? Vous avez repéré des terrains? Bien sûr. Oui, à Paris? Bien sûr, évidemment. Mais je vais même vous dire, j'avais déjà envoyé les listes à M. Fillon il y a quelques années en lui demandant de les acheter, que je les achète pour faire du logement. Et il m'a envoyé balader. Parce que la politique du logement du gouvernement de M. Fillon, soutenue par M. Sarkozy, a été une catastrophe. Les crédits ont baissé, bref. Et j'avais proposé l'encadrement des loyers, de faire une expérience à Paris. Il a refusé. Tout le monde y est venu. Heureusement que François Hollande... Non, tout le monde y est venu. Nicolas Sarkozy aussi. M. Sarkozy a commencé par dire que c'était une mesure d'inspiration soviétique. Quand on lui a fait remarquer que ça existe en Allemagne, il a dit pourquoi pas. Que ne l'a-t-il fait avant? Et pourquoi M. Fillon, il y a 2 ans, m'a répondu non? Bon, quant au terrain, il y en a par exemple dans le 18e arrondissement, il y en a dans le 12e arrondissement. Il y a beaucoup de terrains qui appartiennent à l'État, que l'État fige, ils ne servent à rien, ou alors qu'il essaye de vendre à des taux spéculatifs. Et donc moi je proposais de les acheter, il ne me les a pas vendus. On va vous les offrir, c'est la belle affaire, s'il est élu. François Hollande, s'il est président de la République, aidera les collectivités locales au lieu de les combattre pour qu'elles puissent répondre à la demande forte des Français de leur droit au logement. Donc Paris va se couvrir de tours.
Mais pourquoi de Tours? D'abord, en matière de logement, vous je en avez veille à annoncé pas dépasser plusieurs, 50 magnifiques d'ailleurs. Mais les magnifiques tours, merci. De Jean Nouvel particulièrement. Voilà. Superbe. Le concours qui vient d'être gagné par Jean Nouvel, ce ne sont pas des tours de logement. D'accord. Ils seront mixtes pour certaines. En tous les cas, vous êtes pour donc plus de tours à Paris, mais vous êtes contre le Pentagone à la française. Ne mélangez Dernier pas point. tout. Je vous on a en plus, supplie. on a plus Mais de non, temps. vous mélangez tout. Je suis pour un certain nombre d'immeubles de grande hauteur à certains endroits, c'est-à-dire à la périphérie de Paris. Je ne vais pas faire ça dans l'île Saint-Louis, comme me le suggérait d'ailleurs à l'époque M. Sarkozy. Dernier point, on n'a plus le temps, mais je vous pose la question. Les travaux du Pentagone à la française dans le 15e arrondissement se poursuivent, vous l'avez vu, alors que la ville a déposé un recours. On a l'impression que là, il y a une course contre la montre qui est engagée. Il y a un passage en force du gouvernement, une fois de plus irrespectueux des collectivités locales. Moi, je veux bien donner mon accord à ce projet, à condition que ça ne prive pas les habitants du 15e des 500 logements qui sont prévus à la Croix d'Hiver. Donc il y a une adaptation à faire sur le chantier du Pentagone. Merci d'être venu dans le 19h, Bertrand Delanoë. Et la question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h, Julien Drey, a-t-il commis une erreur pour ses 57 ans? Et vous avez répondu oui à 75%. Il pense comme vous, Bertrand Delanoë. J'ai rien dit. Même si vous ne l'avez pas dit comme ça. Non, non, en fait, c'est un événement privé. Un événement privé. Route de campagne tout de suite. Et nous partons ce soir en Saône-et-Loire où Marine Le Pen a fait un carton dans plusieurs communes rurales. C'est le cas notamment de Saint-Maurice-en-Rivière. Un demi-millier d'habitants, plus de 27% des voix pour la candidate du Front National. Reportage de Julie Hulin. Des champs à perte de vue, de petits pavillons et quelques fermes. À Saint-Maurice-en-Rivière, en plein cœur de la Bresse, Marine Le Pen est arrivée en tête il y a 8 jours. Une première et une triste nouvelle pour Pierre Thomas, maire de la commune depuis 32 ans. On ne se l'explique pas très bien de toute façon, parce que chez nous, nous n'avons pas de problème d'immigration. On a eu, comme par le passé, on a eu aussi des problèmes de cambriolage, comme ça. Est-ce que c'est cela ? Le maire pointe également du doigt des services publics qui se délitent, un territoire laissé sur la touche, comme pour excuser ses habitants. Jérôme, lui, fait partie des 4 derniers agriculteurs de la commune. Ces derniers mois, il a subi plusieurs vols. Alors Marine Le Pen, il comprend. Au niveau justice, il y a trop de laxisme. On dirait que c'est pas grave de faire le premier délit, que ce n'est jamais grave. Mais je pense qu'il faut réprimander dès le premier délit. On la sent plus réprimander les mauvaises actions. Seul commerce encore ouvert de cette petite cité dortoir, le routier, sur l'artère principale. Guy n'est pas surpris des scores du Front National. En discutant avec ses clients, il s'en doutait. Pour Marine Le Pen, c'est un vote de rejet, je pense, de la part des électeurs. Parce que de droite comme de gauche, depuis 81, on est servi et toujours la même soupe, quoi. À l'heure du déjeuner, on n'hésite plus ici à affirmer ses idées, loin du simple vote contestataire. Faire voter dans les 5 ans à venir tous les émigrés, leur donner le droit de vote. Peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, on verra, au lieu que ce soit un Français, un Arabe, un musulman, un Noir au pouvoir en France, quoi. Voilà. Donc je pense que les gens ont pas très envie de voir ça chez nous, surtout dans les milieux ruraux en réalité, quoi. Tous disent avoir déjà fait leur choix pour le second tour. Un choix par défaut qui a laissé le panneau électoral vierge. Voilà, on retrouve Pierre Bonte-Joseph sur place, donc à Saint-Maurice-en-Rivière. Pierre Bonte, est-ce que cette commune en Saône-et-Loire est un cas isolé ? Écoutez, non, Michel. Saint-Didier-en-Bresse, Sérigny, la Racineuse, Saint-Maurice-en-Rivière est loin d'être un cas isolé dans cette partie de la Saône-et-Loire, épargnée par un taux de chômage important. Le nombre de communes ayant placé le Front National en pôle position a été multiplié par 10 en l'espace de 5 ans. Des communes rurales sans histoire, Michel, où le quotidien est rythmé par l'organisation de bal-trap, les accidents de la route ou encore les succès de l'équipe de basket de Chalon-sur-Saône. Finalement, la pôle position du Front National aura surpris les observateurs les moins attentifs. Depuis 20 ans, il progresse à chaque élection, avec à chaque fois comme justification, on l'a vu dans le reportage, la crainte pour ses électeurs de voir leur mode de vie s'effondrer, l'immigration, la délinquance. 2005, à l'époque, l'école primaire communale est détruite dans un incendie. 2 jeunes sont arrêtés et condamnés, 2 jeunes du village. Alors vous avez bien sondé effectivement les esprits des électeurs du Front National. Est-ce que vous savez ce qu'ils vont faire pour le second tour ?
Eh bien, écoutez, ici, le maire UMP de la commune dit comprendre la colère exprimée par les électeurs du Front National et leur demande de fermeté. Allez écouter ces électeurs du Front National. Et ils disent que Nicolas Sarkozy est le plus convaincant et nul doute qu'une grande partie d'entre eux ira voter pour le président candidat dimanche prochain. Le président candidat qui a musclé, s'il le pouvait encore, un peu plus son discours la semaine passée à Dijon, par exemple, où il a exalté les valeurs de la famille, du travail et des frontières. Mais Michel, je vais vous faire une confidence. C'est une autre élection qui intéresse des électeurs dans ce coin de Saône-et-Loire. Ce sont les élections législatives de juin prochain dans la circonscription d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui a choisi de ne pas se présenter, ce qui pourrait mettre en difficulté le Parti socialiste localement. Merci beaucoup Pierre Bonte. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. On se retrouve demain dès 18h, preuve par 3. En ce jour de 1er mai, notre invité sera Xavier Bertrand, le ministre du Travail. Bonsoir.